Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Muftaou Badarou, écrivain et journaliste, Blaise Ndoumbé-Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise, Kerwin Maïzo, analyste politique. On passe tout de suite au grand angle. Et on parle aujourd'hui des faux médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux. Pour ce qui est du continent africain, cela se traduit par 30 à 60% des médicaments qui sont contrefaits. Et les conséquences, bien sûr, sont dramatiques. 100 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause de ces médicaments. Véritable bombe à retardement. Illustration au Nigeria, plaque tournante de ce trafic au Nigeria où certains tentent tant bien que mal de lutter contre le phénomène. Mathilda Diaby. Lutter contre la prolifération de médicaments de contrefaçon, c'est la mission de la start-up nigériane Medsef, créée en 2017 par l'entrepreneur Viviane Nwaka. Son entreprise met les hôpitaux et les pharmacies en relation avec les compagnies pharmaceutiques en vue de garantir aux Nigérians un accès aux médicaments sans danger. Les faux médicaments représentent une industrie de masse plus importante que celle des drogues illicites. Les contrefacteurs reproduisent le paquet et y placent des comprimés d'eau ou de faux comprimés de craie à l'intérieur. Même les médicaments conformes aux standards et qui proviennent de plateformes sûres ne sont pas garantis. 70% de nos médicaments sont importés et leur réception pose problème. Lorsqu'ils arrivent au port, que se passe-t-il? Sont-ils réfrigérés? Combien de temps restent-ils sur place? Pour concurrencer les vendeurs de rue, de nombreux pharmaciens se tournent vers les fournisseurs les moins chers, avec de nombreux risques pour la santé. Medsef tente aujourd'hui d'améliorer l'accès direct aux médicaments de bonne qualité à un prix raisonnable et accompagne aussi les structures de santé dans la gestion de leur stock. Medsafe a une chaîne d'approvisionnement très fiable. Nous n'avons plus besoin de vérifier la source du fournisseur ou de savoir qui est le fabricant, ni de nous assurer que le produit soit authentique ou qu'il s'agisse de l'original. Toutes ces questions ne nous concernent plus. En Afrique, entre 30 et 50% des médicaments commercialisés sont faux ou mal dosés. Medsef envisage désormais d'étendre progressivement ses activités au reste du continent. Alors le Nigeria qui demeure donc la principale porte d'entrée des faux médicaments sur le continent. Le Nigeria qui détient 35% du trafic. Donc ces médicaments viennent d'Inde, de Chine. On a vu là une initiative qui vise à lutter contre le phénomène. Mais que valent véritablement ces initiatives sans une véritable politique visant à démanteler les filières? Peut-être Muftaou Badarou. Oui, moi je pense que Medsef a pris une initiative vraiment salutaire. Parce que le principe de Medsef, c'est quoi? C'est obtenir vraiment à des prix très très compétitifs des médicaments pour le compte des hôpitaux et des pharmacies. Le principe, c'est quoi? C'est que si les médicaments, les vrais médicaments coûtent moins cher, aussi moins cher que les faux médicaments, il n'y a plus la raison, il n'y a plus de raison pour les patients, les acheteurs d'acheter les faux médicaments. Donc, à partir de ce constat, le principe de Medsef est vraiment un principe salutaire. Maintenant, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est par exemple qu'en Inde, par exemple, on a remarqué en Inde que l'Inde s'affranchit, n'est-ce pas? L'Inde s'affranchit en fait des brevets dans le monde. Si les pays africains aussi peuvent s'insérer dans ce créneau, ça sera salutaire parce que le principe des brevets, c'est quoi? Un médicament a besoin d'une période de 10 ans pour être commercialisé. C'est ça en fait, avant de tomber dans le domaine public. Mais à partir de 10 ans, le médicament peut être copié. Mais l'Inde s'affranchit de ses brevets, l'Inde copie tout simplement. Alors avec tous les dangers que ça comporte, bien sûr. Non, il n'y a pas de danger. Parce que ce que font les Indiens, c'est quoi? Ce que font les Indiens, c'est quoi? Ils font, en fait, ce qui est important dans les médicaments, c'est la molécule. Si on arrive à copier la molécule, il n'y a aucun souci. Et le médicament, c'est quoi? Sauf qu'il y a les médicaments effectivement qui sont conformes, mais il y a les autres. Et c'est ceux-là qui posent problème. C'est ce que je dis. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut copier la molécule, ici, si on copie la molécule, oui, il n'y a pas de souci. On fabrique un médicament générique. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de copier la molécule en Afrique, par exemple, pour qu'il y ait prolifération des faux médicaments? C'est parce que les médicaments sont brevetés et donc protégés. Mais l'Inde s'affranchit complètement des brevets.
Mais est-ce qu'il faudra que les Africains aussi s'affranchissent de ces brevets pour faire des médicaments génériques, pour pouvoir produire des médicaments moins chers? Parce que c'est ça le problème. Celui qui achète les faux médicaments, c'est parce que les vrais médicaments sont chers. C'est pour ça que les gens achètent ils achètent les faux médicaments. Donc c'est une réflexion, vraiment une réflexion profonde qui doit s'engager au niveau des médecins et des professionnels de la santé en Afrique. Blaise Ayoum. Le médicament, c'est la responsabilité de l'État. L'État doit assurer pour ces populations deux choses. Il a dit, la première des choses, c'est de pouvoir acheter des brevets si c'est possible. Quand ce n'est pas possible, s'organiser, parce que quand on parle d'États africains, c'est des États de 2 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, 5 millions, ça représente strictement rien en puissance face à l'Inde. L'Inde peut s'affranchir. Les représailles seront moindres. Le Gabon, le Cameroun s'affranchiraient que du jour au lendemain, le laboratoire pourrait couler l'économie de ce pays-là par des moyens qu'on connaît. Donc, il faut peut-être s'organiser différemment. Il y a un couloir pour sécuriser la molécule. Évidemment, on peut passer par les pays qui ont déjà de l'avance sur nous. Le Brésil, l'Inde, la Chine, et s'assurer que le couloir, comme cet organisme nigérien essaye de faire, soit direct entre le demandeur, l'hôpital, les structures hospitalières et le fabricant, le labo en question, quel qu'il soit dans le monde. Lorsque ce circuit n'est pas un circuit sécurisé, évidemment, même quand ça arrive, elle a dit tout à l'heure dans le reportage, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'on change les molécules? Est-ce qu'on change les médicaments? Est-ce qu'on les... Voilà. Le plus grand risque serait que la molécule soit nocive. Le moindre risque serait une molécule sans principe actif. Donc, ce serait déjà bien, au pire. Mais mettre en plus des molécules qui sont nocives pour l'organisme, c'est la pire des choses. Et on retrouve comme ça des gens qui ils ne meurent pas parce que le médicament a un principe actif nocif, mais simplement parce que le médicament même ne soigne pas. Donc du coup, la maladie prospère et ils finissent par mourir. Donc c'est à l'Afrique, au gouvernement africain, de se prendre en charge. Pour une population de pratiquement 200 millions d'habitants bientôt, le Nigeria, par ce beau geste quand même, il ne faut pas le négliger, c'est un petit caillou dans l'eau. Il faut vraiment que l'État nigérian reprenne le taureau par les cornes pour protéger sa population. Kerwin Maïzo. Il faut une action tous azimuts. D'abord au niveau de l'éducation. Déjà montrer à la population que le plus grand bien que l'on possède, c'est déjà la vie. Donc en matière de santé, il n'y a pas de risque à prendre. Quel État joue son rôle? Celui de protéger la population et de mettre en place un système de santé publique digne de ce nom. Quel État puisse être capable, avec tous les circuits d'importation, les services de douane, de sécuriser l'importation des médicaments depuis le pays de production jusqu'au pays d'importation. Surtout de mettre en place des grands dépôts étatiques où tous médicaments viendront pour casser les prix, par exemple, des médicaments contrefaits. De mettre en place un système de contrôle digne de ce nom pour que l'on puisse détecter dans les pharmacies, dans la rue, dans les hôpitaux, les médicaments qui n'en valent pas la peine. Si on met en place déjà ces mesures au niveau de l'État, avec des initiatives privées telles que de Mme Nwaka, que nous venons de voir, je pense que c'est déjà un premier pas vers la solution. Parce que cette affaire des faux médicaments en Afrique, c'est vraiment un fléau. Je suis par exemple choqué, à Kinshasa, vous voyez, non seulement qu'on vend des faux médicaments, mais on vend des médicaments à même les sols, sous 35 degrés de soleil. Tout à fait. Et les gens qui n'ont pas l'argent les achètent comme placebo, au fait. Parce que lorsqu'il est malade, psychologiquement, s'il a pris quelque chose qui ressemble à un médicament, il se croit guéri. Mais bon, ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois. Au final, c'est l'État qui perd. Parce que qu'est-ce qu'on perd? On perd des cerveaux, on perd de la main-d'œuvre, on perd tout simplement la population. C'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Donc vous l'avez bien dit tout à l'heure, Muftaou Badarou, que finalement c'est véritablement, en tout cas la consommation de ces médicaments-là, c'est la conséquence véritablement de la pauvreté. Donc là c'est tout un ensemble finalement qu'il faut revoir pour sortir de ce cercle vicieux. On peut bien parler d'un cercle vicieux. On peut parler d'un cercle vicieux, mais à ce dispositif, il faut aussi la répression. C'est évident, il faut la répression. Au Bénin, par exemple, au sein du grand marché de Cotonou, d'Antokpa, il y avait une espèce de pharmacie ouverte à tous les vents où les gens allaient s'approvisionner. Le gouvernement béninois a pris des mesures hardies pour fermer. Effectivement, c'était une mesure très douloureuse.
Les gens l'ont dit, c'était une mesure très douloureuse et beaucoup de personnes ont fait faillite. Mais le gouvernement a maintenu le cap. Donc la répression aussi est très importante dans cette lutte contre les faux médicaments. Il faut aussi noter qu'en juin 2017, l'année passée, donc, le gouvernement nigérian a pris une mesure hardie, n'est-ce pas, a fait fermer toutes les officines de vente illégale de médicaments. Donc, dispositif de la part des personnels de la santé, mais aussi répression de la part de l'État, absolument. Merci beaucoup à tous les trois. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la problématique du logement social. Le logement social, l'un des autres défis du continent. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. En Algérie, par exemple, pas si simple de trouver un logement décent à un prix abordable. Même constat pour ce qui est de l'achat. L'Algérie compte aujourd'hui des millions de mal logés, vivant parfois dans des bidonvilles. Alors, le gouvernement s'est engagé depuis des années dans une politique de relogement et la phase 2 de la 24e opération vient d'être lancée. Vina Nodin. Éradiquer l'habitat précaire, c'est l'objectif de la deuxième phase de la 24e opération de relogement lancée dans la capitale algérienne. Plus de 3500 familles, dont plus de 2500 souscripteurs au programme AADL et plus de 1000 familles bénéficiaires de logements publics promotionnels seront relogées le 1er novembre. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 1er novembre 1954, une vaste opération de relogement aura lieu. Près de 2000 familles occupant les bidonvilles situés à proximité des WED et des immeubles en cours de rénovation vont bénéficier d'un logement. Les pouvoirs publics fournissent des efforts dans le domaine du logement pour faire d'Alger une capitale sans bidonville. En novembre prochain, un total de 100 518 familles seront relogées depuis le début du programme de la Wilaya, amorcé depuis juin 2014. Ça peut aider l'économie du pays. Certainement, dans ce sens que les bidonvilles vont être complètement supprimés. Et donc, côté non seulement hygiène, ça va booster bien entendu, c'est pas disons la santé des gens qui étaient logés d'abord dans ces bidonvilles. Ils vont vivre dans de meilleures conditions. Le 15 octobre, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé à la remise de 1500 clés de logement à ADL et de plus de 1000 clés au profit de familles ayant bénéficié de logements sociaux participatifs. La superficie des terrains restitués depuis 2014 jusqu'à cette opération s'élève à près de 530 hectares. La deuxième phase de la 24e opération de relogement a permis la récupération de 11 hectares. Alors l'enjeu est véritablement de taille là pour l'Algérie, car il faut lutter là contre les bidonvilles, qui est une véritable problématique dans ce pays notamment. C'est le problème qu'on retrouve un peu dans tous les pays d'Afrique. On a parlé ici il y a quelque temps d'un sujet au niveau de l'Égypte qui construisait une ville nouvelle justement par une surpopulation dans sa capitale. Là, Alger, il faut dire, c'est 3,5 millions, 4 millions bientôt d'habitants. Il y a 1 million de naissances par an depuis 4 ans en Algérie. 1 million de naissances. Donc il faut loger ces gens qui affluent dans une capitale pour la recherche du travail, qui fuient les villages et qui à un moment donné transportent, je le disais souvent, les villages dans la ville. Parce que les programmes d'urbanisme ne sont pas prévus, n'anticipent pas en fait ces choses-là. Sur le plan démographique, l'Afrique a encore du mal à anticiper, même si on retrouve aussi dans certaines capitales européennes quelques problèmes quand il y a des afflux. Moi je ne parle pas de migrants, j'aime pas ce terme, je parle d'expatriés, parce qu'ils partent de leur pays pour... Voilà, il ne faut pas que des mots à connotation négative nous soient attribués et des mots à connotation soient attribués aux autres. C'est des expatriés qui quittent leur pays pour venir en Occident. Et on voit autour de Paris, par exemple, Porte de la Chapelle et d'autres, plein de gens qui ne peuvent pas être logés et sur les quais. Donc le problème d'Alger, ils le prennent aujourd'hui à bras le corps. On parle d'un programme qui vient déjà à la suite d'autres programmes, en espérant qu'on puisse reloger et que sur le plan sanitaire, parce que ça pose toujours de gros problèmes, les bidonvilles, sur le plan sanitaire, que l'Algérie sorte, en fait la ville d'Alger
Alger, qui est quand même 8 fois plus grande que Paris. 8 fois plus grande, c'est 800 km², Paris c'est 102 km², Paris c'est 1,5 million à peu près, pour donner des comparatifs, hein, pour ce qu'on sait, et Alger c'est 3,5 millions de gens à loger. Donc c'est pas facile, c'est un défi, et on espère que le gouvernement algérien, qui bénéficie de son gaz, des retombées financières importantes, puisse le relever ce défi. Kerwin Maïzo. Ouais, pour l'Algérie, il faut souligner qu'il y a quand même un problème particulier. C'est un pays qui a connu une indépendance assez violente, qui a connu beaucoup de guerres, et ces guerres ont provoqué un phénomène particulier, c'est que les gens il y a des villages qui se sont vidés et les gens sont arrivés en ville. C'est le seul pays maghrébin où on a par exemple des villages de regroupement ou des villes de casernement. Ça, c'était d'abord le premier problème qu'il faut souligner. Alors, maintenant, avec tout ce qu'ils ont comme réserve de devises, bon, ça commence à diminuer un peu, il y en avait 100 milliards de dollars. Maintenant, il y en a un peu moins. L'Algérie a les moyens de faire une certaine politique, notamment en matière de relogement. Alors, ce qu'ils font là ne se limite pas qu'à reloger à terme 8000 familles. Mais on libère aussi des bureaux, on libère des terrains et ils vont construire à la place 190 écoles. Donc, ils vont faire d'une pierre deux coups, reloger les familles pauvres et créer aussi des écoles pour ces mêmes familles. Donc, c'est un programme très important pour un pays qui a un urbanisme un peu particulier, un peu différent des autres pays maghrébins. Et c'est le moment de le faire parce que bon, l'économie commence à péricliter un peu. Ce n'est plus l'économie d'il y avait quelques années, l'économie actuelle. Donc c'est le moment de le faire. Bon, le programme jusqu'à maintenant fonctionne à peu près bien. On ne sait pas jusqu'à la dernière phase où on aboutira, mais c'est déjà un premier pas parce qu'on a quand même rasé quelques bidonvilles. Mouftahou Badarou. Mais c'est un programme très important, n'est-ce pas, entrepris par les autorités de la ville d'Alger. Mais on se pose même la question de savoir comment ont-ils fait même pour ne pas y songer plus tôt. Parce qu'en principe, c'est un problème très ancien. Parce que ce problème a commencé d'abord, déjà, pendant la guerre de l'indépendance. La guerre d'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que les personnes qui ont fui le pays, n'est-ce pas, ont fui le pays, sont partis se réfugier en Tunisie et sont partis se réfugier aussi au Maroc. De retour maintenant en Algérie, ces personnes se sont installées en périphérie d'Alger. À cela s'ajoutent les zones rurales dont a parlé tout à l'heure mon collègue. Mais à cela s'ajoute aussi un autre phénomène, c'est-à-dire que Alger devenant de plus en plus cher, n'est-ce pas, le phénomène a relégué en périphérie les personnes qui ne pouvaient plus supporter les coûts la cherté des logements dans la capitale algérienne. Et donc c'est un problème, c'est un plan très salutaire pour la ville. Qui va... vous paraît à la hauteur du... Moi je pense, absolument, je pense. C'est même un plan très salutaire. C'est déjà un des rares pays à le faire. Hein. C'est déjà un des rares pays à le faire. Ça peut constituer un modèle. Je crois que comment on l'appelle en Algérie, je crois, c'est le Wali Abdelkader Zouk. La wilaya. Bon, voilà. Mais le maire d'Alger, au fait, hein, le Wali, je ne sais pas comment on l'appelle, Abdelkader Zouk. Il a vu loin et c'est un programme qui peut intéresser déjà certains pays maghrébins qui peuvent être à terme concernés par ce genre de problème. Et ça peut concerner aussi l'Afrique subsaharienne. Bon, le Nigeria a essayé de créer une capitale à Abuja. Il y a quand même d'énormes problèmes. Il y a eu la corruption. Bon, ils ont fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas résolu le problème au niveau de Lagos. Là, à Lagos, on est en train de créer une ville nouvelle. Mais bon, une ville nouvelle pour les riches. Pour les riches, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça le grand souci. Oui. Bon, en Côte d'Ivoire, ils ont fait avec Yamoussoukro, ça n'a pas aussi résolu le problème parce que, bon, déjà, construire Yamoussoukro en abandonnant un peu Abidjan par rapport à la population. Bon, à Dakar aussi, maintenant, ils essaient de faire quelque chose. Je pense que le modèle algérien est bien pensé. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui résout les problèmes en interne. Ce n'est pas aller créer une autre ville, mais déjà réparer ce qui existe, résoudre ce qui existe, avec un véritable plan d'urbanisme
ça peut inspirer beaucoup de pays africains. L'Algérie réussit parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent. Il y a des devises encore. Hein. Oui, les autres pays que tu as cités ont de grandes ambitions, mais n'ont pas toujours les moyens qui suivent, même si on peut noter la corruption. Le Cameroun est en train de faire un travail énorme sur ses infrastructures en préparant la Coupe d'Afrique des Nations, on le sait. Mais on voit les limites également par le fait que la corruption freine la résolution des projets. Il y a énormément de projets qui ont été lancés, mais qui n'ont jamais respecté les délais. On est obligé aujourd'hui d'importer des stades entiers par bateau, des infrastructures qu'on aurait pu construire sur place, donner de l'emploi aux gens sur place, etc. Donc c'est pas toujours facile d'inventer ça. C'est un projet très ambitieux pour Alger. Et avec les moyens qu'ils ont, on espère qu'ils et ça a créé beaucoup d'emplois. On a oublié de le souligner pour Alger. Ça a créé vous avez énormément d'emplois. Raison de le souligner. On en parlera bien sûr à l'occasion d'une autre émission. Fin de cette Africa Newsroom. Merci beaucoup à tous les trois. Blaise Eyoum, je rappelle que vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Mouftaou Badarou, vous êtes écrivain et journaliste. Kerwin Maïzo, analyste politique. Un grand merci à tous les trois et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.